Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point Pharos consacré à l'actualité de la sécurité civile et de la gestion de crise entre le 16 et le 30 avril 2026. Aujourd'hui, je vais prendre un angle volontairement différent de ce que je fais habituellement. Nous allons bien sûr parler des SDIS, du volontariat, du financement de la sécurité civile, des risques climatiques, des catastrophes naturelles, des incendies, des séismes, des inondations, des tornades et de la coopération européenne. Mais je veux surtout orienter ce point Pharos vers une question qui devient centrale. Comment la sécurité civile entre-t-elle dans une nouvelle ère technologique, organisationnelle et pédagogique? Parce que les crises que nous observons ne sont plus seulement plus nombreuses. Elles sont plus rapides, plus imbriquées, plus coûteuses évidemment, plus médiatisées aussi, et elles mettent sous tension des systèmes de secours déjà très sollicités. L'enjeu n'est donc plus seulement de disposer de moyens humains et matériels. L'enjeu, c'est aussi de mieux anticiper, de mieux entraîner, de mieux coordonner, mieux exploiter la donnée, c'est une question centrale, mieux préparer les décideurs et mieux former celles et ceux qui auront demain à piloter des situations dégradées, voire très dégradées. Ce point Pharos aura donc un angle assumé. Nouvelles technologies, culture de crise, entraînement, préparation des élus, des cadres de sécurité civile et des dirigeants d'entreprise. Et ce choix n'est pas anodin, parce que en cette fin avril 2026, début mai maintenant, intervient dans un moment symbolique, les 30 ans de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Texte fondateur de la départementalisation des services d'incendie et de secours. Cette loi a structuré durablement l'organisation des SDIS, leur gouvernance, leur financement, leurs relations avec les communes, les intercommunalités, les départements et l'État. Elle a profondément transformé le paysage de la sécurité civile française. 30 ans plus tard, une question s'impose. Le modèle né de la départementalisation est-il encore parfaitement adapté aux risques, aux missions et aux attentes de 2026? Vaste question. Alors comme toujours, on commence ce point Pharos par la France. Le premier sujet majeur de cette quinzaine en France, c'est évidemment le débat sur le financement des SDIS. Le 28 avril, au Sénat, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a confirmé que les financements des services départementaux d'incendie et de secours faisaient partie des sujets centraux du Beauvau de la sécurité civile. En réalité, ça fait bien longtemps. La Banque des Territoires a ensuite rapporté que le ministre de l'Intérieur souhaitait faire émerger des pistes d'évolution dès le projet de loi de finances 2027, avec une loi issue du Beauvau attendue à l'automne 2026. Parmi les pistes évoquées figure notamment la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, certains impôts locaux, la taxe de séjour, mais aussi la question de la santé et de l'assurance maladie, ce qui montre bien que le débat dépasse largement la seule mécanique budgétaire départementale. Et c'est là que les 30 ans de la départementalisation donnent une profondeur particulière à l'actualité. La loi du 3 mai 1996 a permis de structurer, d'unifier et de personnaliser un paysage qui était historiquement beaucoup plus communal ou intercommunal. La loi du 3 mai 1996 a permis de structurer, d'unifier et de professionnaliser un paysage qui était historiquement beaucoup plus communal ou intercommunal. Elle a donné aux SDIS une colonne vertébrale départementale, une gouvernance identifiée, des règles de gestion, un cadre budgétaire, une capacité d'organisation et une cohérence opérationnelle beaucoup plus forte. Il faut le dire clairement, la départementalisation a été une avancée majeure, il faut le reconnaître. Elle a permis de sortir d'un système trop fragmenté, elle a renforcé la mutualisation, elle a donné une puissance d'organisation au service d'incendie et de secours. Elle a permis d'améliorer la couverture opérationnelle, la formation, l'équipement, la gestion des personnels et la capacité à répondre aux grands enjeux territoriaux. Mais 30 ans plus tard, le paysage a changé, les missions ont changé, les attentes de la population ont changé également. Le poids du secours d'urgence aux personnes a explosé. Les crises climatiques se multiplient. Les risques technologiques, cyber, sanitaires, sociaux et territoriaux se combinent. Et pour bien faire, les finances départementales sont très largement sous pression. Et les SDIS sont devenus, dans beaucoup de territoires, l'un des derniers services publics capables de répondre vite, partout et tout le temps. La question n'est donc pas de remettre en cause la départementalisation. La vraie question est beaucoup plus stratégique. Après 30 ans, faut-il ouvrir un deuxième cycle de modernisation de la sécurité civile française? Un premier cycle a permis d'organiser les secours à l'échelle départementale. Le prochain devra probablement permettre d'organiser la soutenabilité du modèle face aux crises du XXIe siècle. On pourrait traiter cette actualité comme une discussion technique sur le financement des SDIS, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. La vraie question n'est pas seulement qui paye. La vraie question est quel modèle de sécurité civile voulons-nous financer pour les 10, 20, voire 50 prochaines années? Parce que les SDIS ne sont plus seulement des services d'incendie au sens historique du terme, ils sont devenus une infrastructure de résilience territoriale. Ils interviennent pour l'urgence vitale, le secours à personne, les accidents de circulation, les incendies, les risques technologiques, les événements climatiques, les opérations diverses, la protection des populations, même maintenant les situations sanitaires les plus graves, les crises sociales, les fragilités du quotidien, et bien sûr les événements exceptionnels. Cela ne signifie pas que tout doit relever des SDIS.
Pas du tout. L'un des enjeux du débat actuel est précisément de clarifier les missions, d'éviter la dispersion, de recentrer les services sur leur cœur de responsabilité, tout en reconnaissant financièrement ce qu'ils assument réellement pour le compte de la société. Et ça, c'est un point essentiel, car un système que tout le monde sollicite, mais que personne ne redéfinit, finit forcément par s'épuiser. Et un système qui s'épuise en temps normal devient mécaniquement plus fragile en situation de crise. Ça paraît évident, mais il est essentiel de le préciser. Cette réflexion est renforcée par la publication, le 20 avril 2026, des statistiques des services d'incendie et de secours, arrêtées au 31 décembre 2025. Et comme chaque année, les chiffres sont très parlants. L'occasion de féliciter les services de la DGS-CGC qui font ce travail remarquable. La France compte plus de 258 000 sapeurs-pompiers, dont plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, 44 000 professionnels et plus de 13 000 militaires. Les femmes représentent désormais 57 700 sapeurs-pompiers, c'est une progression de 4%. Sur le plan opérationnel, les services d'incendie et de secours ont réalisé près de 5 millions d'opérations de secours. C'est en hausse de 3%, et ils ont aussi répondu à près de 20 millions d'appels, là par contre on est en hausse de 15%. Le délai moyen d'arrivée sur les lieux est indiqué à 15 minutes et 9 secondes avec une précision méthodologique importante. Ce délai inclut l'ensemble des interventions, y compris les interventions non urgentes, ainsi que le temps de régulation médicale par le SAMU. La répartition des interventions est également très révélatrice, puisque 79% relèvent du secours et soins d'urgence aux personnes, avec une note méthodologique importante, puisque l'ancienne nomenclature aurait conduit à environ 85% de SUAP. Les incendies représentent 6%, les risques technologiques 1%. Ces chiffres racontent une histoire très simple. Le quotidien opérationnel des SDIS n'est plus structuré majoritairement autour du feu, mais autour du secours à personne. Et ça on le sait tous, ça fait des années que c'est comme ça. Cela change surtout le modèle économique. Ça change la doctrine, ça change la formation. Mais ça change aussi la fatigue des personnels, la relation avec le monde de la santé et la perception des citoyens qui voient de plus en plus les sapeurs-pompiers comme une réponse absolument universelle à l'urgence, quelle que soit la situation. Alors 30 ans après la départementalisation, on voit apparaître un décalage. Le cadre d'organisation a permis de construire une sécurité civile moderne, mais les missions réellement exercées ont progressivement débordé le cadre historique dans lequel ce modèle avait été pensé. Et c'est pour cela que le débat actuel est si important. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une ligne de financement, il s'agit de réaligner les missions, les moyens, la gouvernance et la responsabilité. Il faut aussi rappeler qu'en 1996, la loi relative aux services d'incendie et de secours n'est pas arrivée seule. Le même jour, la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers a également posé un cadre important pour les sapeurs-pompiers volontaires. Elle rappelle notamment que les volontaires participent aux missions de sécurité civile confiées aux services d'incendie et de secours. Là encore, 30 ans plus tard, le sujet revient avec force. Mais au final, on ne s'en est jamais vraiment éloigné. Le 24 avril 2026, le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement du plan d'action 2026-2028 pour les sapeurs-pompiers volontaires. Et ça, c'est dans la continuité du Beauvau de la sécurité civile. L'objectif, c'est d'attirer, fidéliser et mieux accompagner les volontaires dans un contexte de transformation, et de transformation particulier des modes de vie, des contraintes professionnelles et des attentes sociales. Alors il faut éviter ici une lecture trop administrative, je dirais. Le volontariat n'est pas seulement une ressource humaine complémentaire. Ce n'est pas uniquement un moyen de tenir les effectifs dans les centres. Ce n'est pas simplement une variable d'ajustement pour les gardes, les astreintes ou encore les départs. Le volontariat, c'est une infrastructure civique. C'est un lien direct entre le territoire et le secours. C'est une culture de l'engagement. C'est une présence humaine compétente, identifiée, au plus près des populations. Quand un territoire perd ses volontaires, il ne perd pas seulement des effectifs. Il perd de la proximité. Il perd de la culture du risque. Il perd de la capacité locale à réagir. Et finalement, il perd une part de sa résilience. Mais là encore, il faut être lucide. On ne préservera pas le volontariat uniquement en répétant qu'il est noble. Ça fait 30 ans qu'on le fait, c'est pas pour autant que ça s'améliore. Il faudra donc le rendre compatible avec les vies contemporaines. Il faudra mieux former, mieux accompagner, mieux reconnaître, mieux individualiser les parcours, mieux mobiliser les employeurs et mieux utiliser les outils numériques. La technologie ne remplacera jamais l'engagement. Jamais. Par contre, elle peut aider à rendre cet engagement plus accessible, plus durable, mais accompagné et moins usant. Le sujet technologique le plus intéressant de cette quinzaine est probablement l'annonce, le 30 avril, du lauréat de l'appel d'offres France 2030, consacré à la démonstration de capacités innovantes d'observation de la Terre multisenseur haute visite. Le communiqué officiel indique que le CNES a conduit un appel d'offres pour l'achat d'un service de fourniture de données destiné à démontrer des capacités innovantes d'observation de la Terre. L'État a décidé de financer le projet Loft Orbital en partenariat avec Magellium Hartal Group, et les usages visés concernent notamment les armées, la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur et le secrétariat général de la mer. Ce sujet est majeur parce qu'il montre que la sécurité civile entre dans une logique beaucoup plus avancée d'usage de la donnée. Pendant longtemps, la gestion de crise a reposé sur 3 grands piliers: l'expérience des acteurs, la doctrine et la remontée d'informations du terrain.
Ces 3 piliers restent essentiels. Mais ils ne suffisent plus. Il faut désormais ajouter un 4e pilier, la donnée dynamique. On parle ici de données satellitaires, de données cartographiques, de données météo ou encore hydrologiques. C'est avant tout de la donnée opérationnelle, issue des capteurs, issue des appels, issue des retours d'expérience qui sont très importants, les fameux RETEX. Donc l'enjeu de demain ne sera pas seulement d'avoir plus d'informations, nous en avons déjà beaucoup, parfois même beaucoup trop. L'enjeu sera d'avoir la bonne information, au bon moment, dans le bon format et pour éclairer la bonne décision. C'est tout ce qui compte. Une crise ne se pilote pas avec une accumulation brute de données. Elle se pilote avec une compréhension claire de ce qui se passe, de ce qui peut arriver, de ce qui doit être priorisé et de ce qui doit être décidé. C'est là que les technologies d'observation, de modélisation, d'aide à la décision et de simulation peuvent devenir de véritables leviers de sécurité civile. À condition de rester lucide, la technologie ne doit pas remplacer le jugement humain, elle doit le renforcer. Cette actualité technologique doit nous conduire à un sujet souvent sous-estimé, c'est la formation à la gestion de crise. On parle beaucoup des moyens. On parle des véhicules, on parle des effectifs, on parle du financement, on parle des outils numériques et désormais de l'intelligence artificielle. Mais la question centrale reste celle-ci. Qui est réellement préparé à décider en situation de crise? Un maire confronté à une inondation brutale, un élu communal qui doit activer son plan communal de sauvegarde, un président d'intercommunalité face à une rupture d'alimentation en eau, un dirigeant d'entreprise confronté à une cyberattaque. Mais ça peut être aussi un cadre territorial face à une crise multiservice, ou un officier de sapeur-pompier face à une situation évolutive, médiatique et politiquement très sensible. Et on l'oublie, mais ça peut être aussi un responsable communication face à une rumeur qui circule plus vite que les faits. Tous ces acteurs n'ont pas besoin de devenir des experts absolus de la crise, mais ils doivent être entraînés. Ils doivent avoir déjà ressenti la pression. Ils doivent avoir déjà travaillé l'incertitude. En clair, ils doivent avoir déjà compris l'importance d'un point de situation clair, d'une main courante tenue, d'une priorisation assumée, d'une communication maîtrisée et d'un retour d'expérience honnête. Parce que la crise ne se découvre pas le jour où elle arrive. Elle se prépare, elle se simule, elle se répète, elle se débriefe, elle s'incarne. Et c'est là que les nouvelles technologies peuvent ouvrir une voie extrêmement intéressante. Non pas pour remplacer les formateurs, non pas pour remplacer l'expérience, non pas pour transformer la gestion de crise en jeu superficiel, mais tout simplement pour rendre l'entraînement plus fréquent, plus accessible, plus réaliste, plus progressif et plus personnalisé. Demain, il faudra pouvoir entraîner plus souvent les élus, les collectivités, les cellules de crise, les cadres publics, les dirigeants d'entreprise, mais aussi les acteurs de la sécurité civile. C'est déjà quand même le cas, il faut le dire. Et il faudra le faire avec des scénarios dynamiques et évolutifs, avec des injects aléatoires, avec des retours pédagogiques structurés, avec des exercices adaptés au niveau réel des participants, avec une capacité à tester non seulement les procédures, mais surtout les comportements, les arbitrages, les décisions et la coordination. C'est probablement l'un des plus grands chantiers des prochaines années. Faire passer la formation à la gestion de crise, de la sensibilisation ponctuelle, à l'entraînement régulier. Et cette quinzaine a aussi été marquée par un exercice majeur de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris organisé dans la nuit du 16 au 17 avril sur les quais de Seine. L'exercice, placé sous l'autorité du préfet de police, visait notamment à tester la capacité de la BSPP à prendre en charge simultanément de nombreuses victimes. Ce point est important parce qu'il rappelle une vérité simple. La doctrine ne vit que si elle est éprouvée. Une procédure peut être parfaite sur le papier et se révéler fragile dans l'action. Une chaîne de commandement peut sembler claire dans un organigramme et devenir confuse lorsque les informations arrivent trop vite, de manière incomplète ou encore contradictoire. Une cellule de crise peut exister dans un classeur et dysfonctionner lorsqu'il faut réellement décider sous pression. C'est pour cela que l'exercice est irremplaçable. Il permet de tester les automatismes, les interfaces, les transmissions, les rôles, les arbitrages, la coordination interservices, la remontée d'informations, la tenue de la main courante, la communication et la capacité à faire face à l'incertitude. Le propre d'une crise en fait. Mais désormais, il faut aller plus loin. Dans les années qui viennent, nous devrons probablement passer d'une culture de l'exercice ponctuel à une culture de l'entraînement régulier. Très régulier. Et cette évolution concernera autant les professionnels de la sécurité civile que les élus, les cadres territoriaux et les dirigeants d'entreprise. Allez, on dézoome un peu et on va voir un peu ce qui se passe en Europe. Le 29 avril, l'Organisation météorologique mondiale et Copernicus ont publié le rapport sur l'état du climat européen en 2025. Les données sont très fortes. Au moins 95% de l'Europe a connu des températures annuelles supérieures à la moyenne et les feux de forêt ont brûlé environ 1 million d'hectares, soit la plus grande surface enregistrée. Les débits annuels de 70% des rivières européennes étaient inférieurs à la moyenne et 86% de la région a connu au moins de fortes vagues de chaleur marine. Ce rapport ne doit pas être lu uniquement comme un rapport climatique. Je vous invite à le traiter également comme un document de sécurité civile si vous voulez le lire. Parce que derrière ces chiffres, il y a des conséquences opérationnelles directes. Et vous vous en doutez bien, vous avez compris. Plus de chaleur, c'est plus de stress hydrique. Plus de sécheresse, c'est plus de végétation inflammable. Plus d'incendies, c'est plus de pression sur les moyens terrestres et aériens. Donc moins d'eau, c'est plus de tension sur les usages,
les réseaux, l'agriculture, l'énergie, les populations vulnérables. Il faut bien comprendre donc que des vagues de chaleur plus fréquentes, ce sont des enjeux sanitaires, sociaux, urbains, logistiques et aussi politiques. Nous ne parlons donc pas simplement de climat, nous parlons de préparation des territoires. C'est de l'acculturation, et avant tout c'est de l'acceptation du problème. On va parler de planification des moyens, de coopération européenne, de doctrine feu de forêt, de protection des populations, évidemment, mais aussi de continuité d'activité, de formation des élus, de préparation des cellules de crise. Et là encore, l'actualité montre que la crise n'est plus un événement isolé. Elle devient un environnement durable. On ne prépare plus seulement une réponse à un événement exceptionnel, on prépare une capacité à tenir dans un monde où l'exceptionnel devient plus fréquent, pour ne pas dire la norme. Sur le volet technologique européen, il faut également retenir le SMI 2G 2026, organisé les 23 et 24 avril à Saint-Ouen-sur-Seine. Le pôle SAFE présente cet événement comme un rendez-vous européen majeur dédié au networking et à l'innovation en sécurité civile dans le cadre d'Horizon Europe Civil Security for Society. Et ça c'est pour 2026-2027. Ce type d'événement est révélateur d'une évolution profonde. La sécurité civile n'est plus seulement un domaine opérationnel. Elle devient aussi un champ d'innovation stratégique. On y parle de capteurs, de drones, de communication critique, de simulation, d'intelligence artificielle, d'interopérabilité, de cybersécurité, de résilience territoriale ou encore de protection des populations et d'aide à la décision. Et cette évolution est logique, parce que lorsque les crises deviennent plus complexes, les réponses doivent devenir plus intelligentes. Quand les ressources humaines deviennent plus contraintes, les outils doivent aider à mieux prioriser. Quand les territoires sont plus exposés, les décideurs doivent disposer de meilleurs moyens de compréhension. Et quand les citoyens exigent une réponse rapide, les organisations doivent s'entraîner davantage. Mais attention, l'innovation utile n'est pas celle qui impressionne sur un salon. L'innovation utile, c'est celle qui améliore concrètement la préparation, la sécurité des intervenants, la qualité de la décision, la coordination, l'entraînement, le retour d'expérience évidemment, ou encore la protection des populations. Le défi des prochaines années sera donc de passer d'une innovation vitrine à une innovation d'usage. Autre signal européen important, le mécanisme européen de protection civile poursuit le développement de ses démarches de revue par les pairs. Le Knowledge Network de l'Union européenne a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des autorités nationales ou infranationales d'évaluer leur système de gestion des risques de catastrophes et de protection civile. Ce point peut sembler discret, anodin, mais il est très important. Il montre que l'Europe ne se contente plus de coordonner des moyens en cas de catastrophe. Elle cherche aussi à améliorer la maturité des systèmes avant la catastrophe. C'est un changement culturel majeur. La logique n'est plus seulement un pays est touché, les autres l'aident. La logique devient aussi nous progressons ensemble avant que la crise ne survienne. Évaluer les dispositifs, comparer les pratiques, partager les retours d'expérience, identifier les fragilités, renforcer la planification ou encore améliorer la préparation. Cette logique est essentielle parce que les crises modernes ne respectent aucune frontière administrative. Vous le savez, une cyberattaque ne s'arrête pas à la limite d'un département. Un nuage toxique ne respecte pas une frontière nationale. Un feu majeur, s'il le souhaite, franchit les limites communales, sans difficulté. Une crise sanitaire circule, une rupture logistique se propage. Et comme on le voit depuis des années, une crise climatique produit des effets en cascade. Donc la sécurité civile de demain sera locale dans l'action, nationale dans l'organisation, européenne dans la coopération et mondiale dans la compréhension des risques. Même si je veux volontairement sortir du prisme de la guerre dans ce point pharos, il y a un sujet européen qu'il faut citer brièvement. Non pas sous l'angle du conflit, mais sous l'angle de la logistique civile. Le 16 avril, la Commission européenne a annoncé que plus de 5000 patients ukrainiens avaient été évacués médicalement vers des hôpitaux de 22 pays européens dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Ce chiffre illustre une chose importante. La protection civile européenne n'est pas seulement une capacité d'intervention ponctuelle. C'est aussi une capacité de coordination sanitaire, logistique et transfrontalière. Transporter des patients, identifier des capacités hospitalières, coordonner des États, organiser des transferts, maintenir une chaîne médicale dans la durée, tout cela relève d'une forme de puissance civile. Et cette puissance civile sera de plus en plus déterminante. Dans un monde instable, et c'est peu de le dire, la capacité à coordonner, transporter, soigner, reloger, alimenter, informer et protéger devient un marqueur stratégique. La sécurité civile n'est donc pas seulement une affaire de camions rouges, loin de là, ni d'hélicoptères ou de colonnes de renfort. C'est aussi une affaire de réseau de données, de logistique, de coopération et de capacité à organiser l'action collective. Voyons maintenant ce qui s'est passé plus largement à l'échelle internationale. Le 20 avril, un séisme important au large du nord du Japon a déclenché une alerte tsunami de courte durée et une recommandation de vigilance accrue concernant les risques de méga-séismes. Les autorités japonaises ont appelé les habitants de nombreuses communes côtières à renforcer leur préparation, à vérifier leur itinéraire d'évacuation, leur abri et leur sac d'urgence. Ce sujet est très intéressant parce qu'il montre un pays exposé, organisé, entraîné
est marqué par une mémoire collective très forte des catastrophes, notamment celle de 2011. C'était il y a 15 ans, mais on s'en souvient tous. Le Japon ne supprime pas le risque. Aucun pays ne peut supprimer le risque. En tout cas, certainement pas celui d'un séisme. Par contre, il travaille sa préparation, il travaille l'alerte, il travaille les comportements, la culture du risque, ou encore la réaction des populations. Et c'est une leçon importante. La résilience ne naît pas le jour de la catastrophe. Elle se construit avant. Dans les écoles, dans les collectivités, dans les entreprises, dans les familles, dans les exercices, dans les plans, dans les automatismes. Et finalement, dans cette capacité collective à savoir quoi faire quand les secondes comptent. Et c'est exactement ce qui manque souvent ailleurs. Non pas l'information sur le risque, mais l'entraînement concret à agir face au risque. Et comble de malchance, quelques jours après ce séisme, le Japon a également été confronté à d'importants feux de végétation autour d'Otsushi, dans la préfecture d'Iwate. Reuters rapporte que le Japon a mobilisé 1400 sapeurs-pompiers et des personnels des forces d'autodéfense pour lutter contre des feux qui menaçaient des zones habitées. La surface brûlée atteignait 1373 hectares très précisément le 26 avril et les ordres d'évacuation concernaient plus de 3000 habitants, soit environ un tiers de la population d'Otsushi. Et ce point est fort parce qu'il montre, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sur un même territoire et sur une même période que la combinaison de risques peut être différente. Séisme, tsunami, incendie, évacuation, pression sur les moyens, mémoire de catastrophes passées, vulnérabilité d'une population locale. La totale au final. On ne peut plus penser les crises comme des colonnes séparées dans un tableau. Ici le risque sismique, là le risque incendie, plus loin le risque climatique et ailleurs le risque technologique. Il faut casser ces silos et les oublier. Aujourd'hui, tout s'imbrique. Dans la réalité, les risques se combinent. Ils se succèdent, ils interagissent. Et finalement, ils épuisent les organisations, ils saturent les moyens, ils créent des effets dominos. Et cela doit imposer une nouvelle manière de se former. Il ne suffit plus d'apprendre à gérer un risque isolé. Il faut entraîner les décideurs à gérer des situations dynamiques, évolutives, imparfaitement prévisibles, avec des priorités qui changent et des conséquences qui s'accumulent. Pour l'image, ce serait partir d'un feu de poubelle qui dégénérerait en feu de quartier. Aux États-Unis, la deuxième quinzaine d'avril a également été marquée par des événements météorologiques et climatiques importants. En Géorgie, le gouverneur Brian Kemp a déclaré l'état d'urgence dans 91 comtés en raison des feux de forêt dans le sud de l'État. L'Associated Press indiquait le 28 avril que 2 grands feux dans le sud de la Géorgie avaient détruit des dizaines de maisons, avec un combat annoncé comme long malgré les pluies du week-end. L'un des feux avait brûlé environ 90 km² et détruit plus de 80 habitations, alors qu'un autre, à la frontière Géorgie-Floride, avait parcouru plus de 130 km². Dans le même temps, le Texas avait été frappé par de violentes tornades, avec au moins 2 morts signalées. Ce qui est intéressant dans cette séquence américaine, ce n'est pas seulement la violence de chaque événement pris séparément, c'est la simultanéité. Feux de forêt, sécheresse, vent violent, tornades, évacuation et dommages aux habitations. Et finalement, mise en tension des secours locaux. C'est exactement le type de situation qui oblige les organisations à penser en mode multirisque. Et c'est là que les outils de préparation, de visualisation, de simulation et de retour d'expérience deviennent essentiels. On ne peut pas former sérieusement à la gestion de crise en restant uniquement sur des scénarios linéaires, propres, stables, parfaitement maîtrisés. La crise réelle est rarement propre, vous vous en doutez, vous le savez. Elle est mouvante, elle est contradictoire, elle est inconfortable, elle impose de décider alors même que tout n'est pas clair. Par ailleurs, la fin du mois d'avril a aussi été marquée par plusieurs signaux hydrométéorologiques importants. De fortes pluies ont concerné le sud de la Chine, avec des cumuls importants et des risques d'inondation nécessitant une surveillance renforcée des services météorologiques et hydrologiques. Des pluies torrentielles ont également été signalées ou anticipées sur le Bangladesh, le nord du Myanmar, tandis que certaines zones de l'Inde connaissaient des températures très élevées. En Afghanistan, des inondations ont également touché de larges parties du pays fin avril, et le Kenya a connu une saison de pluie meurtrière avec inondations et glissements de terrain, on l'a déjà vu il y a 15 jours. Là encore, le message est clair, les événements extrêmes ne sont pas seulement plus visibles, ils deviennent plus simultanés. Une région subit la chaleur, une autre subit les pluies extrêmes, une autre subit les feux, quand ce ne sont pas les tornades ou encore les inondations. Et toutes posent au fond la même question. Les systèmes locaux sont-ils suffisamment préparés? Préparés à alerter, préparés à évacuer, préparés à prioriser ou encore à communiquer, à protéger les personnes vulnérables, à maintenir les services essentiels, à coordonner les acteurs et tout simplement préparés à apprendre après la crise. La catastrophe n'est jamais seulement un événement naturel, elle devient catastrophe lorsque l'aléa rencontre une vulnérabilité. C'est une base. Et c'est précisément là que la formation, l'entraînement, l'anticipation et la culture de crise prennent tout leur sens. Alors que retenir de cette actualité entre le 16 et le 30 avril 2026? À mon sens, 5 enseignements se dégagent. Le premier, c'est que la sécurité civile française arrive à un moment de vérité. 30 ans après la départementalisation, le modèle a incontestablement produit des effets puissants. Structuration, professionnalisation, mutualisation, montée en compétences et cohérence départementale. Mais ce modèle fait désormais face à des missions, des sollicitations et des risques qui ont profondément évolué. Le deuxième enseignement, c'est que le débat sur le financement des SDIS
ne peut pas être traité comme une simple discussion comptable. Certainement pas. Il pose la question du modèle, il pose la question des missions, il pose la question de la place des SDIS dans la réponse aux fragilités des territoires, et il pose aussi la question du partage réel des responsabilités entre l'État, les départements, les communes, les intercommunalités, le monde de la santé et les citoyens. Autre enseignement, c'est que le volontariat reste un pilier absolument central, mais qu'il doit être repensé avec les réalités du monde d'aujourd'hui. On ne préservera pas l'engagement volontaire uniquement en rappelant qu'il est noble. Il faut le rendre praticable, soutenable, reconnu, accompagné et compatible avec les contraintes contemporaines. Le quatrième enseignement, c'est que la sécurité civile entre pleinement dans l'ère de la donnée et des nouvelles technologies. Observation de la Terre, capteurs, outils numériques, intelligence artificielle, simulation, plateforme d'entraînement, visualisation, retour d'expérience, tout cela va progressivement transformer les pratiques. C'est déjà en cours en clair. Mais il faudra garder une exigence. La technologie doit rester au service de la décision humaine. Elle ne doit pas produire une illusion de maîtrise. Elle doit renforcer la lucidité. Le cinquième enseignement, enfin, c'est que la formation à la gestion de crise va devenir un sujet stratégique majeur. Et j'y reviendrai dans d'autres épisodes. Ce ne sera pas majeur seulement pour les sapeurs-pompiers, pas seulement pour les préfets, en clair pas seulement pour les spécialistes. Ce sera aussi pour les élus, les cadres territoriaux, les dirigeants d'entreprise, j'en ai déjà parlé, les responsables de sites, les communicants, les équipes de direction et tous ceux qui peuvent être amenés un jour à décider dans l'incertitude. Nous devons donc sortir d'une culture où la crise est absorbée par le document, la procédure ou la sensibilisation ponctuelle. Il faut aller vers une culture de l'entraînement. La répétition fixe la notion. Il faut donc une culture de la mise en situation, une culture du scénario, une culture du retour d'expérience. Il faut donc une culture de la décision sous contrainte, une culture dans laquelle on apprend non seulement quoi faire, mais comment réfléchir lorsque la situation ne ressemble plus au plan. Pour conclure ce point pharos de la deuxième quinzaine d'avril 2026, je dirais que cette quinzaine illustre parfaitement la bascule dans laquelle nous sommes entrés. La sécurité civile française célèbre d'une certaine manière les 30 ans d'un cycle majeur ouvert par la départementalisation. Mais cet anniversaire ne doit pas seulement être regardé comme un moment de mémoire institutionnelle. Il doit être regardé comme une invitation à ouvrir le cycle suivant. Ainsi, après l'organisation départementale, vient peut-être le temps de la sécurité civile augmentée. Une sécurité civile plus soutenable financièrement, plus claire dans ses missions, plus forte dans son volontariat, plus connectée à la donnée. Mais aussi, et ça en découle directement, plus exigeante dans sa formation, plus régulière dans son entraînement, plus européenne dans sa coopération. Le citoyen lambda doit être plus lucide face aux risques climatiques, technologiques, sanitaires, sociaux et territoriaux. Le camion, l'équipe, le chef d'agré, le chef de groupe, le chef de colonne, le chef de site, le maire, le préfet, le dirigeant, la cellule de crise, tout cela reste indispensable. Mais autour d'eux, un nouvel environnement apparaît. Un environnement fait de cartes dynamiques, de données satellitaires, de scénarios évolutifs, d'outils d'aide à la décision, de plateformes d'entraînement, de retours pédagogiques et d'exercices plus réguliers. La question n'est donc plus de savoir si ces outils vont arriver. Ils arrivent déjà. La vraie question est de savoir qui saura les utiliser intelligemment, sans perdre le sens du terrain, sans affaiblir le jugement humain et sans confondre technologie et compétences. Parce qu'au fond, une crise reste toujours une épreuve humaine. Mais demain, ceux qui seront les mieux préparés ne seront pas forcément ceux qui auront les documents les plus épais. Ce seront, et c'est mon humble avis, ceux qui seront entraînés sérieusement, régulièrement, lucidement et avec des outils adaptés à la complexité du réel. Merci d'avoir suivi ce nouveau point pharos. Vous pouvez vous abonner, commenter, je vous invite à le faire d'ailleurs, partager cette vidéo, mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne, et me dire les sujets que vous souhaitez voir approfondis dans les prochains épisodes. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité de la sécurité civile, en France, en Europe, dans le monde, mais aussi sur la gestion de crise, les grandes transformations qui redessinent notre manière de protéger les populations. À très bientôt.